Salut à tous, c'est Don Armando d'Elia Météo. Première vidéo qui apparaîtra en deuxième dans ma playlist, je la refais parce que j'ai cru comprendre, et à juste titre, qu'elle était un petit peu chiante à écouter, que mon ton était beaucoup trop monocorde, donc j'essaye de faire un effort dans mon élocution et ma diction. J'étais fatigué quand je l'ai fait, je revenais d'une longue journée de boulot. Sachez qu'il y aura toujours des moments de solitude dans ma façon de parler avec vous, parce que je parle à une vitesse de débit qui n'est pas naturelle pour moi, mon cerveau étant beaucoup plus lent que la vitesse de mes lèvres, que mon balbutiement. Donc ne vous inquiétez pas, je prête une attention au fond de la vidéo. La forme est à améliorer. Vous avez la deuxième vidéo où vous verrez le fond est quand même, la forme pardon, est quand même plus sympa. Le cadrage est par contre beaucoup plus pourri. Je ferai des efforts au fil du temps. Je débute, je commence. Le premier thème, la variabilité naturelle du climat à mettre en opposition avec le diktat de la pensée unique relayée par les médias. On verra quelques cas concrets aussi avec les ours polaires, les coraux et l'Amazonie. On va s'appuyer sur des faits, je vous donnerai mon opinion aussi et mon avis, mon analyse. Depuis l'ère pré-industrielle, soit les 120 dernières années, on constate une évolution de la température de la planète entre 0,6 et 0,8 degrés. Je reviens sur ce chiffre parce que le nombre de stations, il y a quelques décennies, était beaucoup moins important que le maillage territorial que l'on retrouve aujourd'hui. Donc, comparer des données qui étaient moindres en nombre et dans la disposition géographique avec un maillage beaucoup plus important aujourd'hui, c'est un exercice périlleux, sans parler du fait que les données de l'avant-guerre pouvaient être aussi sujettes à caution, dans le sens où les stations, la qualité des relevés, les normes que l'on doit respecter normalement pour des relevés qui sont standards, définis par l'Organisation mondiale de la météorologie, n'étaient peut-être pas les mêmes, ou en tout cas on avait un suivi un peu plus critiquable sur ces relevés. Sachez que les océans représentent 70% de la surface de la planète et que pareil, là, pour relever les températures sur les océans, c'est un petit peu délicat. Vous avez quelques bouées, quelques navires, ok, donc c'est très insuffisant pour avoir une idée globale de ce qui se passe sur les océans. En plus, l'océan est un corps en mouvement, en fonction des courants, vous pouvez avoir des variations cycliques de la température des eaux sans que cela ne soit dû à un quelconque changement, un réchauffement ou dérèglement ou je ne sais quoi climatique. El Niño, la Niña font que vous avez régulièrement des changements de température de l'océan via des courants marins et via l'interaction aussi avec les conditions météorologiques qui sont tout à fait normales et explicables. Sachez aussi que les relevés satellitaires n'existent que depuis les années 74, donc on a peu de recul aussi par rapport à ces relevés-là, tout simplement parce que vous avez un laps de temps qui est faible. Sachez aussi qu'il existe une marge d'erreur dans ces relevés, même si avec le temps elle devient de plus en plus faible, et que l'environnement de ces stations météo terrestres a pu changer avec le temps, ce qui influe aussi sur les températures moyennes au niveau des relevés. Par exemple, vous avez des stations qui, à l'époque, il y a quelques décennies, étaient en milieu hors agglomération et qui sont devenus totalement urbains. Cela a une influence sur les températures moyennes, non pas sur les températures maximales, parce que la température maximale de la journée est la même en banlieue qu'en agglomération, ce qui nous fait que la température max que vous retrouvez dans la journée vient tout simplement de la masse d'air en altitude. C'est le soleil qui réchauffe les couches de l'atmosphère. Par contre, vous avez un îlot de chaleur urbain qui est effectif la nuit, qui se voit bien lorsque vous avez des nuits claires et dégagées sans vent. L'îlot de chaleur urbain n'est pas contrarié par la circulation atmosphérique et la radiation nocturne va forcer les températures par un jeu d'échange entre les hautes couches de l'atmosphère et les basses couches de l'atmosphère à faire en sorte que la banlieue va se refroidir plus vite que la ville. L'air froid va descendre et l'air chaud va remonter, tout simplement. L'air froid plus dense et plus lourd va avoir tendance à prendre la place de l'air chaud qui remonte. Ce phénomène-là est contrarié en ville par cette histoire d'îlot de chaleur urbain qui emmagasine la chaleur de la journée et qui la restitue la nuit à travers sa surface d'albédo. On parle de revêtement, le bitume, les façades des bâtiments, etc.
Vous pouvez même y ajouter en hiver les déperditions des logements à travers le chauffage. Un petit rajout, parce qu'après relecture de la vidéo, je m'aperçois qu'il manque 30 secondes d'explication sur ces différences entre la chaleur urbaine et la chaleur à l'extérieur des villes. Donc ce phénomène, il marche bien quand vous avez des conditions stables, où l'air de la ville, ou le fait que la ville va se refroidir moins vite que l'environnement extérieur, ce dôme d'air finalement qu'on pourrait imaginer n'est pas entremêlé avec l'air extérieur. Par contre, dès que vous avez du vent, dès que vous avez une couverture nuageuse, où vous avez un petit peu d'agitation au niveau de l'atmosphère, ce phénomène n'existe quasiment plus, ou n'existe plus d'ailleurs, ce qui fait que les températures sont lissées entre banlieue et ville, et ce qui fait que lors des nuits, donc vent, pluie, etc., vous avez sensiblement les mêmes températures entre la ville et la banlieue. Ce n'est que dans des conditions stabilisées où vous allez observer une vraie différence entre les échanges infrarouges de la banlieue, entre l'air plus froid d'au-dessus, enfin des hautes couches, et l'air plus chaud des basses couches qui va remonter, s'inverser, et ce phénomène qui va être freiné par la ville. Donc, pour prendre un exemple d'idée, si vous prenez la température moyenne annuelle d'une station complètement urbaine intramuros, donc celle de Paris-Montsouris, vous la comparez avec celle de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui a une vingtaine de kilomètres de Paris, on observe sensiblement les mêmes températures en journée par rapport au phénomène que je viens de vous expliquer. Par contre, on a environ un bon degré d'écart entre les minimales entre Paris et l'aéroport. Lissé à l'année, ça nous fait un bon demi-degré d'écart entre l'aéroport et la ville de Paris. Donc vous voyez bien que celui qui prend une station avec un environnement qui a bougé en quelques dizaines d'années, mais qui ne prend pas en compte cet effet urbain, on se retrouve déjà avec des relevés qui sont biaisés, qui sont artificiellement biaisés, excusez-moi, infamie ce que je viens de dire, par l'homme. Voilà. Cela étant dit, on passe un petit peu à la suite. Je vais vous dire que je prends quelques notes un petit peu pour le suivi de ce que je vais à vous dire. Je vais vous parler de variabilité naturelle du climat. Sachez qu'il y a 7000 ans, le Sahara était plus vert qu'aujourd'hui, que la mer paléo-tchadienne était remplie à travers des puits, différents lacs de la planète aussi avaient un débit d'eau plus important. La source, c'est monsieur J.L. Schneider. Les glaciers au XIIe et XVe siècle étaient beaucoup plus remontés, étaient plus hauts au niveau des montagnes alpines et pyrénéennes, et sont redescendus au cours du XVIe et XVIIe siècle. Entre le XIIe et le XVe siècle, on a eu ce qu'on appelle l'optimum médiéval climatique, une période plus chaude que la période actuelle, ce qui a permis l'essor de certaines civilisations, des meilleures récoltes et moins de mortalité hivernale, parce que moins de maladies, de dégénérescence pulmonaire, bronchite, etc. Mais ces glaciers sont redescendus le XVIe et le XVIIe siècle, menaçant les villages des fonds des vallées. On voit déjà que finalement, à travers des temps assez courts, on a bien une variabilité climatique sans que l'on puisse l'attribuer à la patte de l'homme. Les fluctuations des températures naturelles se produisent tout le temps. Le climat était plus froid qu'aujourd'hui. Il y a 10 000 ans, c'était l'ancienne ère glaciaire. Et depuis 3000 ans, finalement, on observe que le climat a souvent été légèrement plus chaud que ce qu'il est à l'heure actuelle. Ça, c'est une source du JSP2. Le JSP2, c'est le Greenland Sheet Ice Project, CHU. C'était une équipe de scientifiques qui était au Groenland et qui a eu des financements pendant une dizaine d'années pour pour forer en fait la glace, et à travers les strates des carottes glaciaires, nous expliquer un petit peu l'évolution du climat. D'après le professeur Don comme moi, un cousin sans doute, J. Esterbrook, du département de géologie à l'université Western Washington, les changements climatiques ont parfois été beaucoup plus brutaux, 12 à 20 fois plus intenses. Je reprends ce livre-là, Météorologie, Guide de la météorologie, qui a été coécrit par Günther Dieroth et Alain Gillot-Pétré. Si ça vous parle, Alain Gillot-Pétré, pour les plus de 30 ans, lui-même explique ces variabilités naturelles du climat. Enfin, eux-mêmes disent, par exemple, en 74, la pluie persistante, a gâché les vacances d'été des saisonniers.
L'année d'après, 75, c'était toujours pas la fiesta l'été, il était aussi pourri. Et en 76, on avait un climat beaucoup plus chaud qui s'était installé en Europe. On dit que le mois de juin 76 a été le plus chaud depuis les 120 dernières années. Donc vous voyez déjà à l'époque, on avait bien ces histoires de variabilité climatique, que les conditions météorologiques ne sont pas propres au XXe siècle, qu'en 473, pas mal de forêts en Allemagne ont cramé, et qu'en juillet 1911, les 40 degrés étaient fréquemment dépassés en Europe. Alors sachez, par exemple, là, on nous a bassiné avec le mois de juillet 2019. Oui, le mois de juillet 2019 et tout, le plus chaud, je sais même plus les chiffres, machin. Sachez que ce mois de juillet 2019 a été effectivement plus chaud que la moyenne en France, et qu'il y a bien sûr des disparités entre les régions. Sachez aussi que ça n'a pas été le cas partout. Ça a été un mois de juillet légèrement plus frais et plus perturbé au Portugal, et légèrement plus frais aussi que ce qu'on retrouve habituellement dans le sud de l'Espagne. Donc, de toute façon, ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que il n'y a pas enfin, comment je peux vous expliquer ça? Les masses d'air, c'est une histoire de vase communicant. S'il fait plus chaud à un endroit, il fait nécessairement plus froid à un endroit. Tout l'enjeu là, c'est de voir s'il fait proportionnellement de plus en plus chaud globalement ou pas. C'est l'enjeu des questions du climat. L'une des questions les plus discutées est celle des modifications climatiques. Les informations à ce sujet nous sont fournies autant par les chroniques des anciennes civilisations humaines que par l'étude de la Terre et du Soleil. Je vais y revenir là-dessus. L'étude de la Terre et du Soleil, c'est très important. On sait que le climat a déjà changé plusieurs fois sur Terre d'après les recherches géologiques, paléobotaniques, paléozoologiques et glaciologiques. Donc je vous parle de la relation Terre-Soleil. Sachez que c'est le Soleil qui nous donne toute la température, enfin toute l'énergie, toute la chaleur qu'il fait sur notre planète à travers son rayonnement cosmique, et que via l'effet de serre, on a la vie. On connaît notre biodiversité actuelle. Sans effet de serre, il ferait moins 18, moins 20 degrés de moyenne sur la planète. Il fait actuellement à une moyenne lissée à la planète d'environ 15 degrés. Ce qui est très bien pour nous. Hein. L'excentricité de l'ellipse de la planète et la précession des équinoxes sont des termes relativement complexes, je ne vais pas développer, fait que la planète, tout au long des temps géologiques, de manière cyclique, elle s'éloigne ou se rapproche du Soleil. Et en fonction de son éloignement ou de son rapprochement du Soleil, cela a une véritable influence sur l'énergie qu'elle reçoit de la part du Soleil. Et cela donc a une influence sur les variations du climat. On peut avoir une corrélation, et je dirais même plus une causalité entre sa distance, son rapport entre son éloignement ou son rapprochement avec le Soleil et la variation climatique, sans parler nécessairement de gaz à effet de serre. Le CO2 a une bande d'absorption des infrarouges beaucoup plus étroite que celle de la vapeur d'eau. Il est aussi beaucoup moins présent que la vapeur d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau, elle est 25 à 100 fois plus présente en fonction des conditions, des régions, dans l'atmosphère comparativement au CO2. In fine, le CO2 a un effet 9 fois moins important que la vapeur d'eau au niveau de l'effet de serre sur la planète. On peut à partir de là se poser la question du pourquoi, du comment, s'acharner dessus. Il y a fort à parier que, j'en parle dans la deuxième vidéo, que c'est un gaz qui est utilisé à des fins industrielles. Je ne vais pas développer ici, mais que ça arrange ceux qui veulent en tirer un bénéfice financier, parce que tout le monde finalement l'utilise. Malgré des émissions, malgré les émissions qui ont augmenté, la teneur du CO2 atmosphérique n'augmente presque plus depuis 20 ans. Elle est passée de 390 lors des 20 dernières années, à 410 particules par million. Donc le CO2, en fait, ça représente 0,04% de la composition de l'atmosphère. Comme je vous ai dit, la vapeur d'eau qui a déjà une influence beaucoup plus forte proportionnellement au CO2 sur l'effet de serre et est elle-même beaucoup plus présente. Sachez aussi que
c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau. Le GIEC oublie que le CO2 est absorbé par les océans. C'est la loi d'équilibre et de dissolution de Henry. Les océans sont des capteurs, sont des puits de CO2. On connaît mal la relation entre l'absorption et la restitution et les échanges atmosphériques entre les végétaux, l'océan et l'atmosphère. C'est pour ça que plus de production de CO2 ne veut pas dire nécessairement plus de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est important. Je vous ai parlé tout à l'heure de la relation distance, éloignement, Terre, Soleil, comme quoi ça avait une influence sur le climat. Sachez aussi que comment je pourrais dire ça, l'état de forme du Soleil, il influe aussi sur l'énergie que l'on capte sur notre planète à travers lui. Tout simplement, vous avez des cycles solaires. Plusieurs spécialistes à l'heure actuelle pensent qu'on attend d'ailleurs un long minimum solaire, un minimum de Maunder, on dit, qui pourrait se faire sentir vers 2050. Alain Gillot-Pétré en parle lui-même dans son livre, et il estime que si certaines années on a des étés pourris comme ce qu'on pouvait observer déjà dans les années 70, ça n'étonne pas vraiment les spécialistes qui s'attendent à ce que bientôt on bascule dans ce cycle de Maunder. Ce que je vous ai pas dit aussi, ce qui est important, c'est de comprendre que rien que l'idée je reparle un peu de la variabilité naturelle du climat, mais de penser que le climat est censé être stable et linéaire, c'est une hérésie, ça ne tient pas debout. Le climat de tout temps, par rapport à ce que je vous explique depuis tout à l'heure, a tout le temps changé, il a tout le temps évolué, il n'y a aucune raison que subitement, il se fige. Il se fige. Sachez aussi que il y a quelques dizaines d'années, mais je le développe un peu plus dans la prochaine vidéo qui est déjà en ligne, on parlait dans les années 60-70, il y avait des articles du Monde, du Figaro, qui parlaient d'un refroidissement climatique, des effets du refroidissement climatique. C'est assez intéressant de voir comment les choses ont changé assez rapidement. Certains pensent donc qu'il vaudrait mieux traiter des problèmes environnementaux qui sont plus palpables, comme la biodiversité, la répartition de l'eau, la pollution, enfin s'occuper de nous, êtres humains plutôt. Plusieurs spécialistes de la NASA et de la NOAA, c'est l'organisme national américain sur tout ce qui est atmosphère et océan, pensent que l'on vient de rentrer dans ce minimum de refroidissement climatique, le minimum de Maunder, mais qu'il faudra attendre 10 ans par rapport à l'inertie des océans. L'inertie des océans, c'est tout simplement ce temps de latence qui fait que les océans mettent plus de temps à se réchauffer que la Terre, et aussi plus de temps à se refroidir, parce qu'ils ont un pouvoir calorifique supérieur à celle des terres. Donc là, je passe sur mes cas concrets. Je vais vous parler de Peter Reed. Peter Reed, c'est un scientifique qui a été récemment banni de son université pour avoir exprimé un avis politiquement incorrect sur la grande barrière de corail. Cette barrière de corail emblématique, celle qui est en Australie, il a dit en fait son résumé, tout va bien. C'est le motif qu'il a délivré lors de la conférence d'Oslo. On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, ça a aussi des effets généraux sur l'économie australienne, enfin sur 3 secteurs, l'extraction minière, l'agriculture et le tourisme. Le tourisme parce que si on dit que la barrière de corail va disparaître, il y a moins de tourisme, et surtout on peut attribuer ce fait-là à la pollution des agriculteurs. Donc les pauvres n'auront plus d'autre choix que de cesser leurs activités ou de se reconvertir vers des activités moins polluantes. Donc on voit bien encore, même si c'est pas le thème aujourd'hui, qu'on nous pousse à penser d'une certaine manière, et que aussi on va nous pousser petit à petit à consommer d'une autre manière, à promouvoir des taxes, enfin en tout cas payer des taxes, les fameuses taxes carbone, et on vous expliquera que si vous ne le faites pas, vous êtes quelqu'un de totalement inconscient, qui n'a pas de conscience écologique, et que vous êtes un dissident, que vous dites n'importe quoi, on vous décrédibilisera en utilisant des termes comme climato-sceptique, négationniste et tout ce qu'on entend. Alors que on peut peut-être être aussi, c'est une réflexion juste climato-réaliste, et sortir un peu du fameux diktat médiatique qui nous impose cette pensée unique. Donc lui, il dit qu'on a eu en 2009 une publication de Diat et al.
enfin c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui vous le dis, mais c'est pour faire un comparatif. Eux disaient qu'on parlait d'un déclin de 15% entre 90 et 2015, pardon, de la masse des coraux. Excusez-moi, ça a coupé, je pense que plus de mémoire là dans l'appareil. Donc je vous disais, cette étude dit une baisse de la masse des coraux de moins 15%. Lui, il relève 2 erreurs sur cette analyse, une erreur systémique, donc sur des erreurs de calcul, et le fait que cette étude ne prend pas, enfin, dit que les coraux ont une croissance linéaire indépendamment de leur âge, ce qui est une connerie. Donc il corrige cette crosse de hockey dans la courbe, cette baisse brutale, et nous donne une évolution plus rassurante. 2 ans plus tard, d'autres auteurs, d'Olivio et Hall, ont qualifié l'évolution de la barrière de corail depuis les années 40, plus 11% en haute mer, 11% en partie intermédiaire, moins 5% vers les côtes. Les 2 parties intermédiaires haute mer forment 99% de la barrière de corail, ce qui est plutôt rassurant. Comme il explique, la grande barrière de corail est loin des côtes, rendant le tourisme peu impactant sur son état de santé. Il dit par contre de faire plus attention dans la Caraïbe, parce que la barrière de corail est plus proche des côtes, et il y a plus de population à cet endroit-là. La deuxième personne, Susan Crockford, spécialiste des ours polaires, elle a écrit 5 bouquins dessus. Elle s'est fait aussi dégager de l'université avec laquelle elle avait un statut spécial pour avoir dit sa pensée. Elle a parlé aussi récemment lors de la conférence de Oslo. Son tort a été d'expliquer, chiffres et arguments à l'appui, que les alertes sur ces sujets emblématiques n'ont pas lieu d'être. Catastrophe n'a pas eu lieu. Elle annonçait une estimation d'ours de plus de 30 000 à l'heure actuelle, et que ce succès démographique des ours polaires peut se vanter, enfin que eux peuvent se vanter d'être la première espèce à être classée par précaution par rapport à un éventuel futur climat délétère pour eux, donc à être classé sur une histoire de projection plutôt que sur la réalité des observations par l'UICN. L'UICN, c'est l'Union, je me rappelle jamais comment on dit, Union internationale pour la conservation de la nature. Son pote, son cousin, c'est le panda, le WWF. Donc voilà, ces institutions qui sont des institutions écologiques et qui prêchent aussi pour la bonne parole du réchauffement climatique. Bon. Elle évoque l'odieuse campagne du dénigrement médiatique dont elle est victime depuis 2 ans, et l'attitude honteuse de l'université de Victoria en Colombie-Britannique, qui ne lui donne donc plus accès à ses documents de travail. Elle avait un statut spécial avec elle. Je reviens rapidement sur les coraux. Ce sont des organismes qui ont plus de 500 millions d'années, qui ont traversé des périodes beaucoup plus froides, beaucoup plus chaudes, qui ont eu affaire à des taux de CO2 dans les océans plus importants. Ils sont toujours là. Je pense que on devrait avoir peut-être un peu plus confiance en l'évolution des espèces animales et se dire qu'elles ne sont pas arrivées toutes là depuis il y a 50 ans. On entendra souvent ce discours, oui, extinction de ci, extinction de certaines choses dues à l'être humain, certes, par le braconnage, etc. Mais extinction due à l'évolution du climat, bon, c'est possible. Comme je vous l'ai dit, l'idée que le climat est linéaire, ça n'existe pas, il est tout le temps en évolution. Mais l'attribuer directement à l'homme, c'est encore une fois quelque chose qui ne regarde que les institutions qui ont un intérêt particulier à le faire derrière. C'est plus le thème de la deuxième vidéo, finalement. Alors, on va finir avec l'Amazonie. L'Amazonie qui nous dit que... Enfin, vous avez suivi l'histoire sur l'Amazonie. On nous a expliqué que c'était la catastrophe, que c'est tout cramé en fait, que voilà, que c'était encore une fois je sais pas quoi, la chaleur, la sécheresse, etc. Bullshit. On a même eu des photos qui ont été détournées, qui ont été tweetées par nos plus hautes autorités de l'État du sommet, ce qui a fait un buzz. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Ils se sont cachés derrière le fait que, oui, fallait un déclencheur. Donc en fait, il faut mentir, encore une fois, pour avoir un impact psychologique
déclencher la peur sur les gens et les faire réagir dans un mode de pensée nouveau, de consommation différent, ce qui va faire du bien à certaines industries. Donc notre président s'est empressé d'accuser le président brésilien, Monsieur Bolsonaro. Ça l'arrange peut-être par le fait de ne pas signer l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, parce que le vote des écologistes, donc il devient de plus en plus important, eux n'en veulent pas de cet accord, comme quoi les choses tombent bien dans la vie. Je ne dis pas que on s'est subitement empressé d'accuser cette flambée de l'Amazonie par ce biais-là, mais bon, on peut toujours trouver des petits raccourcis sympas qui font que les choses sont quand même bien faites dans la vie. Donc plein de photos fausses. Martine Roller, géographe et chercheuse émérite au CNRS, responsable de l'équipe Brésil au centre de documentation sur l'Amérique latine, nous dit il y a 20 ans on a observé beaucoup plus de feux qu'aujourd'hui, on était environ à 20 000 km par an. Je crois de mémoire cette année on a dû monter, je sais plus c'était 14 ou 15 000 km², on est en augmentation depuis 2 ans. Il faut rappeler que ces feux sont tous sauf nouveaux et qu'ils concernent des opérations de nettoyage de zones défrichées. Donc en fait des paysans qui soit pour nourrir donc ces grandes industries ou leurs familles ou autres ont besoin finalement de défricher pour nourrir nous, les humains, nous qui les accusons. Sachez que d'après la NASA, le couvercle végétal est en augmentation depuis les années 80, plus 14%, un possible effet d'une augmentation du CO2, donc ce fameux CO2. On a attendu de la part des autorités sommitales que l'Amazonie produisait 20% de l'oxygène. Donc on a une intervention de monsieur Alain Pavé, professeur émérite à l'université de Claude Bernard Lyon 1 et directeur du programme Amazonie du CRS, qui nous dit que c'est un chiffre très optimiste, on est au mieux à quelques pourcents, et que l'Amazonie c'est 10% des forêts émettrices d'oxygène sur la planète, et que le premier poumon de la planète ce sont les océans qui fabriquent donc le plus d'oxygène. Ce sont eux les véritables poumons de la planète et pas les forêts. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêter attention à nos forêts, ça veut juste dire que faire de la désinformation c'est aussi malhonnête, et il faut essayer de comprendre en fait pourquoi on fait ça, toujours de cette désinformation. Pour moi c'est quelque chose de malsain, et surtout ça sert à des causes un peu plus obscures. On en parle dans la deuxième vidéo. Je finirai juste avec les courbes du GIEC qui sont régulièrement au-dessus des points de relevés expérimentaux a posteriori, c'est-à-dire que par exemple si on vous dit qu'entre 2000 et 2020, eux ils font une projection de plus de degrés, qu'après le recul on s'aperçoit que par exemple il n'y a eu plus que 0,2 degrés d'augmentation, ils ne reviennent pas dessus, ils continuent leur courbe sans prendre en compte ces points expérimentaux. C'est contraire à toute la bonne éthique des lois scientifiques, de la physique. Voilà, c'était la vidéo pour sans trop rentrer dans comment on appelle ça, dans ce que maintenant on nous appelle le scepticisme, c'est la théorie du complot, mais il faut quand même comprendre que l'utilisation du CO2 est absolument malhonnête. Quand on regarde les chiffres de plus près, son augmentation depuis une vingtaine d'années est très relative, parce que simplement une grosse partie est réabsorbée par les végétaux, par les océans, qu'on comprend mal cette relation entre atmosphère et la masse bio-végétale, que son influence finalement sur l'effet de serre est absolument moindre, ce que je vous ai dit avant, que la vapeur d'eau, à particules égales 8 à 9 fois plus de pouvoir d'effet de serre, que son absorption, son spectre d'absorption est beaucoup plus long que celui du CO2. Enfin bon, il y a on pourrait faire une liste non exhaustive, mais on peut quand même se demander pourquoi subitement ces organismes comme le GIEC par exemple, intergouvernementaux, qui trient, sélectionnent leurs scientifiques, ceux que ça ne va pas, ils les foutent de côté, ils les dégagent. On parlera de cas concrets dans la deuxième vidéo. Pourquoi donc cet organisme s'entête à prendre un seul référentiel, un seul point de données, un seul paramètre, le CO2? Est-ce que ça arrange pas pour créer un ordre un petit peu plus, un ordre mondial? Je m'entends quand je dis un ordre mondial, en tout cas une pensée commune de nouvelles consommations, de nouvelles pensées,
où certaines élites, certains pays, donc les occidentaux, pourront garder leurs ressources, gaz, pétrole, etc., en obligeant les autres à consommer différemment, en payant plus cher, en mettant en avant de nouvelles taxes. Et finalement, on n'y peut rien, parce que tout simplement, celui qui pense différemment, il n'est pas gentil. Alors, on nous dit même 95% des scientifiques pensent qu'il y a un réchauffement climatique. C'est absolument faux, ce sont des chiffres tirés du chapeau. J'en parle et je l'explique aussi dans l'autre vidéo. Il y a plein de pétitions, de personnes qui actent contre ça. Vous avez des associations climato-réalistes, je sais même plus quoi, mais bon, climato-optimistes, la pétition de l'Oregon, 31 000 scientifiques, certains qui avouent que le ton donné est malhonnête, mais qui ne peuvent pas tout à fait se résilier à changer, parce que sinon leur robinet de, comment on appelle ça, leurs ressources, en fait, leur bourse sera coupée, etc., etc. On est dans un système finalement qui est très complexe, où encore une fois, on nous abreuve d'informations sur un seul côté, une seule sonorité, ce qui nous empêche de raisonner par nous-mêmes. C'était ça un petit peu la réflexion de la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit au début, je ne dis pas qu'il n'y a pas un réchauffement climatique, on parle même de hiatus à l'heure actuelle. Depuis 20 ans, il n'y aurait plus, en tout cas, pas mal de relevés montrent que les courbes sont relativement figées. Mais je ne dis pas qu'au cours de l'ère pré-industrielle, il n'y a pas eu un réchauffement climatique, mais si vraiment on se base sur le CO2, compliqué de l'attribuer à lui, et donc que la variabilité du climat est naturelle pour moi, que la part de l'homme est très difficile à mesurer, et à mon avis, d'après les éléments que j'ai en main, d'après ma compréhension du climat, elle est infime, et qu'en tout cas, même si on pourrait l'attribuer à l'homme, il n'y a pas de catastrophisme à avoir, qu'il n'y a pas d'augmentation des phénomènes extrêmes. Ce sont des phénomènes très compliqués à expliquer. Je vais vraiment m'arrêter tout de suite, mais par exemple, ce n'est pas parce qu'il fait plus chaud sur la planète qu'il y aurait plus d'ouragans, parce que cela vient contrarier certains cycles comme El Niño, La Niña, qui accélèrent ou réduisent la circulation atmosphérique d'ouest, par exemple, dans l'Atlantique Nord. On sait que quand elle s'accélère, ça vient nuire aux alizés, que les alizés, ce sont eux qui sont importants pour envoyer de l'air chaud et humide en direction de nos Antilles françaises via la circulation de Adélie, ou que plus de chaleur, ça veut dire plus de conflits de masse d'air entre l'équateur et les pôles à travers les trois cellules Adélie, Ferrel et la cellule polaire, et donc plus de cisaillement des vents, ce qui est contraire au développement d'un ouragan, parce qu'il faut une bonne convergence et une bonne divergence des vents dans un ouragan. Donc le cisaillement, ça vient nuire à l'ouragan. C'est pas une démonstration, c'est juste pour vous expliquer que les choses sont loin d'être aussi simples. Ça m'a plu de vous parler, je vous dis à bientôt, regardez la deuxième vidéo. La troisième vidéo, ça sera une petite lecture, hein, ça sera un peu chiant j'imagine, mais sur le préquel du GIEC, un peu le pourquoi du GIEC. À plus tard.